je suis Anne Sibel, je suis la chef de projet Europe ici à la Direction d'Action Internationale. Et on est ravis d'accueillir ce genre d'événement en notre sein, parce que c'est l'objet de la maison internationale. Je ne sais pas si vous avez pu voir les expositions, mais voilà, ça fait aussi partie du genre d'événement. Elles sont très bien, les expositions. Voilà, ce sont les expositions. Si vous avez un instant, surtout n'hésitez pas, c'est le programme de la journée de l'Europe de cette année, avec un certain nombre de projets qu'on fait en commun également avec l'UPEG, mais pas que. Cette année de temps fort, les élections européennes. Et le nom qu'on dit aujourd'hui, ça montre bien qu'il est important qu'on en parle, toutes et tous. Et puis également, quelque chose de plus festif, les 30 ans du jumelage Grenoble-Oxford. Vous en entendrez peut-être un petit peu parler. Il y a un programme qui est spécifique à cet événement. Cette année, c'est l'actualité. L'année prochaine, ce sera certainement autre chose. Et pour l'instant, je laisse la place à Henri. Merci. Pour les élections. Merci de nous accueillir dans cette maison. On va essayer d'évoquer. Alors, on est deux, mais mon collègue va pas tarder à arriver. Donc, merci d'être venu. Et on n'est pas très nombreux, mais vous êtes les meilleurs, bien sûr, on le fait à chaque fois quand on n'est pas très nombreux. C'était d'évoquer un petit peu les enjeux des élections européennes. On avait déjà, dans cette maison, fait une intervention UPEG au mois de janvier sur à quoi sert le Parlement européen. Alors, vous avez de la documentation sur ce sujet, sur le Parlement. Donc moi, je vais commencer un petit peu, au fond, à quoi sert le Parlement européen dans un premier temps, et puis ensuite on verra les élections, les enjeux politiques, les enjeux géopolitiques. Il y a beaucoup de choses sur ces élections. Si vous suivez l'actualité, vous avez vu qu'en France, il y a 33 listes pour ces élections européennes, ce qui est tout à fait considérable. Et il y avait un peu moins en 2014, là il y a beaucoup de listes qui se proposent, ce qui oblige les communes à organiser le système électoral à la présentation de l'ensemble des listes. Alors là, j'ai mis une diapo du Parlement européen à Strasbourg, puisqu'il a ses sessions plénières sont la plupart du temps à Strasbourg, se déroulent à Strasbourg. D'autres sessions se déroulent à Bruxelles, dans un autre hémicycle. Alors si on regarde surtout le rôle du Parlement européen dans ces institutions, ce qu'on peut constater, et je le fais avec une sorte de paradoxe, le Parlement européen a vu ses pouvoirs très largement augmenter depuis de nombreuses années. Il y a vraiment une augmentation des pouvoirs du Parlement européen et une sorte de paradoxe. Et il y a une participation électorale en baisse, et plus le Parlement a de pouvoir, moins les électeurs baissent. C'est assez surprenant, étonnant, parce que sur un certain nombre de sujets, le Parlement européen a plus de pouvoir que les parlements nationaux en matière d'adoption du droit de l'Union, qui s'applique ensuite dans, bien sûr, l'ensemble des États membres. Et le Parlement européen, si vous voulez, c'est un parlement, c'est-à-dire qu'il a quasiment tous les pouvoirs que l'on retrouve dans un parlement national, quasiment tous, certains un peu moins que d'autres, mais des pouvoirs, notamment le contrôle politique. Le Parlement européen a un pouvoir de contrôle politique des institutions, il a un pouvoir de co-législation, il va adopter en accord avec le Conseil de l'Union les directives et les règlements, et donc c'est un co-législateur, on parle de co-législateur, mais c'est le vocabulaire qui est tout à fait adapté. Alors, si on parle le contrôle, alors j'ai mis quelques éléments, voilà l'hémicycle du Parlement européen à Strasbourg. Si l'on voit le contrôle politique, et je crois que les élections européennes sont là pour cela aussi, le Parlement européen participe au choix de la future commission, par exemple. Il va jouer un rôle non négligeable pour le choix du président de la commission européenne. C'est effectivement un peu c'est pas seulement la tradition, mais c'est dans le droit de l'Union européenne. Il faut tenir compte du résultat des élections politiques pour le choix du président de la Commission. Pour l'élection de 2014, eh bien, c'est le tête de liste, en quelque sorte, du groupe politique majoritaire au Parlement européen, qui est devenu président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker.
On dit en vocabulaire allemand le Spitzenkandidat, ça facilite les choses, mais c'est effectivement le tête de liste du groupe politique arrivé majoritaire au Parlement européen. C'est un peu la tradition sur ce registre, même si sur cette dimension de Spitzenkandidat, on peut dire les États membres ne sont pas forcément enthousiastes. Notre propre président de la République n'est pas enthousiaste pour ce choix-là. Il souhaiterait que ce soit les chefs d'État et de gouvernement ou de gouvernement qui choisissent le futur président de la Commission européenne. Donc l'un des enjeux politiques, là, c'est d'avoir une majorité politique au sein du Parlement européen qui puisse intervenir pour le choix du futur président de la Commission européenne. Et c'est aussi le Parlement européen qui va auditionner tous ceux qui vont être proposés par les États comme commissaires, puisque effectivement ils passent une sorte d'examen de grand oral, les futurs commissaires, au Parlement européen. Ce grand oral est relativement sévère. Le Parlement européen va vérifier si ceux que l'on propose comme futurs commissaires connaissent bien les politiques européennes, connaissent bien le fonctionnement de l'Union européenne et présentent toutes les qualités pour devenir commissaire. Dans le passé, il y a eu, notamment en 2014, des personnalités qui ont été proposées. Le Parlement européen n'en a pas voulu. Par conséquent, on a demandé à l'État de choisir quelqu'un d'autre sur ce registre. Notre propre commissaire, Pierre Moscovici, lorsqu'il a été choisi comme futur commissaire pour le Parlement, pour siéger à la Commission européenne, a été vraiment l'objet d'une audition extrêmement sévère, extrêmement rude au sein du Parlement européen. C'est aussi un contrôle, toujours le Parlement européen, un contrôle d'investigation. Un contrôle d'investigation, en ce sens que le Parlement européen va observer le fonctionnement des autres institutions et s'informer sur le fonctionnement du Conseil des ministres, sur les fonctionnements de la Cour des comptes ou d'autres institutions. Il peut mener des enquêtes politiques avec des commissions d'enquête menées par le Parlement européen, comme un Parlement national fait des commissions d'enquête. Le Parlement européen peut faire aussi des commissions d'enquête sur ce registre. Il peut même aller jusqu'à censurer la Commission. Le Parlement européen peut renverser la Commission exactement comme dans un Parlement national. Un Parlement national peut censurer un gouvernement et renverser le gouvernement. C'est la même chose. Donc le Parlement européen, par une motion de censure, bien évidemment, adoptée au sein du Parlement européen, peut renverser la Commission et demander que la Commission démissionne. Il y a déjà eu des motions de censure, mais elles n'ont jamais été adoptées, et parfois elles sont arrivées presque au même moment où la Commission a démissionné, notamment la Commission Santer, par exemple, qui avait été l'objet de beaucoup de critiques. La Commission Santer a démissionné avant que le Parlement européen adopte la motion de censure. Mais donc, si elle n'avait pas démissionné, le Parlement européen aurait censuré. Donc, c'est un élément fort, cette commission de censure, ce contrôle de censure. Autre fonction, fonction délibérative. Je vous ai mis là un élément du processus de décision au sein de l'Union européenne. En effet, ce processus de décision repose très largement sur le Parlement européen et le Conseil. Parlement européen, Conseil. Là, vous avez un schéma qui le montre bien. Le Conseil européen, c'est la réunion des chefs d'État et chefs de gouvernement. Ce Conseil fait des orientations politiques, des propositions d'orientation politique. Ces orientations politiques sont transformées en projets de texte, projets de règlement, projets de directive par la Commission européenne. Et ces projets de règlement et de directives sont adressés au Parlement européen d'un côté, au Conseil des ministres de l'autre. Et c'est l'accord de ces deux institutions qui aboutit à la transformation du projet en règlement et en directive. Vous voyez, c'est cette dimension forte. Ce qui veut dire qu'il faut absolument que le Parlement européen et le Conseil des ministres se mettent d'accord pour qu'il y ait vraiment une décision. S'il n'y a pas d'accord entre les deux, il n'y a pas de décision, il n'y a pas de règlement, il n'y a pas de directive. Donc l'importance, bien évidemment, et vous avez dans ces deux institutions un petit peu les explications de la représentation des intérêts. Le Parlement européen représente les intérêts des peuples, les intérêts politiques des peuples. Le Conseil des ministres représente les intérêts des États.
Vous avez d'un côté les intérêts des États, de l'autre côté les intérêts des peuples. Et c'est l'accord entre intérêts des États et intérêts des peuples qui, normalement, doit aboutir à la décision forte, finale. C'est important. Enfin, le Parlement européen a aussi la compétence pour voter le budget annuel de l'Union européenne. C'est important aussi, l'adoption du budget. Parmi les limites, d'une certaine manière, merci de nous rejoindre, parmi les limites pour le Parlement européen, la différence avec un Parlement national, c'est vrai que la différence forte avec un Parlement national, c'est que le Parlement européen n'a pas, comme les parlements nationaux, l'initiative législative. Un Parlement national a l'initiative législative, le Parlement européen n'a pas directement l'initiative législative, il peut avoir des initiatives qui seront transmises à la Commission pour que ça soit éventuellement transformé en de futurs actes. Mais ce n'est pas en tant que tel, en quelque sorte, c'est pas lui. Pourquoi? Parce que tout ce processus décisionnel européen part de propositions de la Commission. C'est des propositions de la Commission. Pourquoi? Parce que la Commission représente l'intérêt général de l'Union européenne. Le fonctionnement de la Commission, c'est l'intérêt général. Donc la limite du Parlement européen, c'est ça. Certains disent, y compris dans les évolutions potentielles de l'Europe, il faudrait que le Parlement européen ait l'initiative législative comme un Parlement national. Ça viendra peut-être un jour, mais pour l'instant, ce n'est pas dans cette situation forte. Alors, les enjeux de cette élection, c'est un élément tout à fait important. Les enjeux de cette élection, c'est que on retrouve au sein du Parlement européen la représentation politique des peuples. Je dis bien la représentation politique des peuples. En effet, il y a dorénavant, et depuis maintenant pas mal de temps, c'est vrai, une élection au suffrage universel direct dans chaque État membre pour choisir les futurs députés européens par État. Hein, c'est cette dimension qui est tout à fait forte sur ce registre. Alors, il y a des choses qui ne sont pas forcément enthousiasmantes, c'est le taux de participation depuis que ça fonctionne. Les élections européennes fonctionnent depuis 1979 au suffrage universel. Et ce qu'on peut constater, vous avez là, ça se voit, l'interprétation est facile à faire. Au fond, ça a commencé par près de 62% de taux de participation en 1979. En 2014, 42,54% de taux de participation en 2014. Et les prévisions qu'on voit aujourd'hui, les sondages qui nous sont proposés aujourd'hui, montrent que c'est pas très loin, qu'il peut y avoir éventuellement ce type de taux de participation. C'est un peu ce qui est évoqué. Ça changera peut-être parce que là c'est des sondages, c'est pas les choses réelles, bien évidemment, sur ce registre. Alors là, vous avez un ensemble. Pour la France, en 2014, c'était à peu près le même chiffre de 42, c'était 42,70%, mais c'est à peu près le même chiffre de taux de participation. Je le rappelle, il y a des pays où le taux de participation est nettement inférieur à cela. En Pologne, par exemple, en 2014, le taux de participation était à peine de 28%. 28%. Le taux de participation dans les États baltes était un taux de participation de 17%. Donc vous voyez, taux de participation encore plus faible, alors que si je pense à Pologne, c'est un des pays qui a le plus de retombées financières du budget européen. Alors quelques éléments sur cela. Voilà ce qu'est, et j'aurais aimé que mon collègue soit déjà là pour cela, peu importe, les partis politiques. Alors, dans l'Union européenne, il y a dorénavant des partis politiques européens. Ce qui est prévu dans le traité, c'est l'existence de partis politiques européens. La plupart du temps, ces partis politiques européens sont des sortes de confédérations de partis politiques nationaux. C'est sous la forme de confédération ou de fédération de partis politiques nationaux. Pourquoi? Parce qu'une fois élus, les députés ne siègent pas par pays, mais siègent par parti politique, par groupe politique. C'est très important d'avoir ça à l'esprit. Ils siègent par groupe politique au sein du Parlement. Quand on regarde la composition actuelle du Parlement européen, vous avez un certain nombre de groupes politiques.
dont on distingue toujours ceux qui sont plutôt favorables à la construction européenne de ceux qui sont plutôt eurosceptiques, voire même euro-opposés à la construction européenne. Mais quand vous avez ce schéma, vous avez là les groupes politiques. Alors, aujourd'hui, le groupe politique le plus important au Parlement européen, c'est le Parti populaire européen. Le Parti populaire européen, il y a 217 sièges. C'est le groupe le plus important. C'est celui d'ailleurs qui a permis le choix du président Juncker, issu du PPE. Cette dimension est importante. Le président actuel du Parlement européen est aussi issu du PPE. On y retrouve par exemple les républicains français qui sont dans ce groupe politique, pour donner ces liens, et les sociodémocrates allemands, les chrétiens-démocrates allemands qui sont dans ce groupe politique. Ensuite, le deuxième groupe, c'est l'Alliance progressiste des socialistes et démocrates. C'est plutôt ce qu'on appelle les sociodémocrates. On y retrouve les sociodémocrates allemands, on y retrouve les socialistes français qui sont dans ce groupe Alliance des progressistes, des socialistes et démocrates. C'est le deuxième groupe. Et ce que l'on peut dire, vous voyez, il a 189 sièges aujourd'hui. Au fond, on peut dire qu'on est dans un système très original sur le plan politique au Parlement européen. Ces deux groupes politiques ont à eux seuls la majorité du Parlement européen. Par conséquent, ils gèrent, si l'on peut dire, le Parlement européen de manière forte, tellement forte que très régulièrement, ils échangeaient le siège de président du Parlement européen, tantôt un sociodémocrate, tantôt un démocrate chrétien, ce qui est inhabituel dans un Parlement national. On ne voit pas les deux groupes échanger la présidence du Parlement sous cet angle-là. Et je crois que ça risque d'être un des changements des futures élections de 2019 sur ce registre-là, parce qu'ils n'auront pas forcément à eux deux seuls la majorité du Parlement européen pour les prochaines élections. Vous avez ensuite deux autres groupes qui sont plutôt favorables à la construction européenne, l'Alliance des démocrates et des libéraux pour l'Europe, 70 sièges, les Verts et l'Alliance libre européenne, 50 sièges aujourd'hui, deux autres tendances politiques, bien évidemment, qui les deux sont plutôt favorables à la construction européenne, mais ont des points de vue éventuellement différents. Mais on voit ces quatre groupes politiques ont la majorité, si on prend l'ensemble des quatre groupes, très largement au sein du Parlement européen. Alors après, vous avez des groupes qui sont moins favorables à la construction européenne, les conservateurs et réformistes européens, l'Europe de la liberté et de la démocratie directe, l'Europe des nations et des libertés. Prenez l'Europe des nations et des libertés, c'est là que siège l'ancien Front National, le Rassemblement National, dans ce groupe des nations et des libertés aujourd'hui. Dans les réformistes européens, ce sont les conservateurs britanniques qui sont dans ce groupe. Tout à l'heure, j'ai oublié les travaillistes sont dans le groupe, bien sûr, socialiste, sur ce registre. Alors, et puis enfin, le dernier, c'est le groupe confédéral de la gauche unitaire, gauche verte nordique. C'est plutôt les représentants des partis communistes qui sont et le nôtre aussi, dans ce groupe-là, qui ne sont pas forcément très enthousiastes pour la construction européenne. Alors après, on a dans les nuances, il y a ceux qui sont vraiment opposés, je pense par exemple des nations et des groupes des nations et des libertés, d'autres qui sont défavorables au fédéralisme, je pense aux réformistes européens, ne sont pas défavorables à l'Europe, mais défavorables à l'idée de fédéralisme. C'est le cas des conservateurs britanniques aujourd'hui, ils ne sont pas favorables à aller vers du fédéralisme sur ce registre. Alors, c'est vrai que si l'on regarde cela, il y a une petite difficulté qui arrive, et je vous ai mis volontairement cela, avec les hésitations britanniques à se présenter aux élections européennes. Et nous sommes, et c'est effectivement encore dans une situation où il y a des interrogations, de moins en moins nettes ces interrogations, il est vrai, des interrogations sur la participation des Britanniques aux élections européennes de ce mois. C'est quand même dans très peu de jours, bien évidemment. Alors, le Parlement européen avait décidé de passer de 751 sièges à 705 sièges. 751 à 705 sièges.
en enlevant les sièges, bien sûr, britanniques, puisque les Britanniques étaient censés ne pas participer du tout aux élections européennes, compte tenu du départ avant ces élections européennes. Et une petite redistribution des sièges s'est faite, et elle est toujours en action, si on peut dire, entre d'autres États. Et quand vous allez voir les listes électorales, vous allez avoir 79 sièges pour les groupes français. Si vous regardez, vous avez les listes, et elles ont été publiées au journal officiel, je les ai regardées, chaque liste propose 79 personnes. Or, bonjour, c'est bien, ça va être comme ça, on va passer le relais. Alors, je poursuis un tout petit peu. Alors, sur ce registre-là, il y a cette évolution. On ne sait toujours pas, même si on s'approche du fait que les Britanniques participent aux élections, mais vous voyez, ça a entraîné dans l'organisation de la compétition électorale nationale, pour la France par exemple, 79 sièges, pour l'Espagne encore un peu plus de sièges, pour d'autres un peu plus de sièges. Mais avec, disons, ce futur, si on peut dire, les sondages ont été faits, et je vais peut-être passer la parole à mon collègue, les sondages ont été faits en mars pour 705 sièges, avec des projections qui ont été faites pour 705 sièges, et des projections pour chaque groupe politique. Alors, je vais plutôt passer au fait qu'on va peut-être se retrouver à 751 sièges, puisque apparemment les partis politiques britanniques se sont préparés aux élections, que des groupes politiques se préparaient effectivement, proposaient des choses. Donc on va peut-être revenir à 751 sièges. J'ai dit peut-être parce que on dit qu'en ce moment, il y a des négociations encore entre les conservateurs et les travaillistes. En ce moment, entre les conservateurs et les travaillistes, peut-être pour ne pas aller jusqu'aux élections. Je dis bien peut-être parce que rien n'est sûr sur ce registre. Donc on est un peu dans une explication, alors sur le plan pédagogique, c'est pas très simple, mais expliquer le brouillard, c'est pas simple, même si les Britanniques, c'est pas tout à fait évident. Alors, si on reste sur l'aspect classique, ça c'est 751 sièges, le Royaume-Uni est représenté par 73 députés avec 73 sièges. Alors de nouvelles projections ont été faites, cette fois-ci du 18 avril 2019, si on reste à 751 sièges. Et si on reste à... Alors, les différences entre les deux types de sondages, 705 ou 751, les différences sont relativement faibles. Sauf que il faut intégrer les travaillistes britanniques qui vont être élus, il faut intégrer les conservateurs britanniques qui vont être élus, et intégrer c'est UKIP, je crois, qui vont être élus aussi avec un nouveau parti créé par... Je crois qu'il a créé un nouveau parti politique. Brexit Party. Voilà. Et donc voilà. Alors je vous donne une idée, puis je passerai le relais. Mais ce que l'on voit, c'est que le groupe des partis populaires européens passerait de 217 à 180. De 217 à 180 pour le Parti populaire européen, c'est-à-dire une perte significative de sièges. L'alliance des socialistes et des démocrates passerait de 135, non pas 135, passerait de 189 sièges à 149 sièges. 149 sièges, donc là encore une baisse de la représentation de ce groupe. L'alliance des démocrates et des libéraux, là aussi c'est très compliqué parce qu'on ne sait pas encore, j'évoquerai les choses, devrait passer de 70 à 67 sièges. Et en ce qui concerne le groupe des Verts, passer de 45 à 57 sièges, une augmentation significative. Ce qui fait que si on prend ces quatre groupes politiques qui sont globalement plutôt favorables à la construction européenne, ces quatre groupes politiques, et j'ai fait les calculs volontairement pour vous, ces quatre groupes politiques disposeraient de 462 sièges sur 700, sur l'ensemble, sur 751, c'est-à-dire une majorité très confortable. Sauf que, cela veut dire aussi des alliances politiques différentes. Il ne suffira plus que les PPE et les socialistes se mettent d'accord, il faudra qu'ils se mettent d'accord avec un autre groupe politique pour avancer sur tel ou tel sujet.
ce qui est une innovation par rapport à la vie politique du Parlement européen. Il faudra les libéraux, il faudra les Verts pour dialoguer sur un nombre de sujets, c'est important. Les autres groupes politiques, là, pour certains, les conservateurs et réformistes européens passeraient de 5, alors ils sont de 51 à 66 sièges, de 51 à 60, non pas, c'est quoi, de 74 à 66, diminue légèrement. Le groupe Europe de la liberté et de la démocratie passerait de 45, bon là ça reste à 45. Le groupe des Nations et des Libertés, Nations et Libertés, lui passerait de 38 sièges actuellement à 62 sièges ensuite. Et bien enfin, le groupe communiste, la gauche élitaire et la gauche verte, 46 sièges au lieu de 52. Il reste néanmoins dans cet ensemble, et c'est là que les choses sont un peu complexes aussi, des sièges qui ne sont pas dans les sondages, qui ne sont pas attribués. Parce que, par exemple, la République en marche n'a pas indiqué dans quel groupe politique elle souhaite aller, et elle hésite entre deux postures, si j'ai bien compris, et en lisant y compris l'interview qu'a donnée hier la tête de liste de la République en marche, ils sont un peu hésitants, soit s'associer ou le transformer. Le groupe des libéraux, c'est-à-dire celui qui est à 76 sièges, ce qui ferait que ce groupe-ci, la République en marche, va dans ce groupe, deviendrait le troisième groupe politique, puisqu'il dépasserait les 100 sièges cette fois-ci. Donc c'est un élément important. Mais puisqu'on est dans la République en marche, c'est un peu complexe sur le plan politique. Je minimise sur des sujets qui ne sont pas forcément les miens. En marche, c'est à la fois à gauche, à droite, au centre. Donc, quand on est à gauche, à droite, au centre, par rapport au Parlement européen, c'est pas très simple de se situer dans cet ensemble. Mais on verra comment se déroulent les choses. Et je peux passer la parole. Voilà, je vous avais mis simplement quelques éléments pour voir et débuter sur ce. Merci Henri. Désolé du retard, j'avais noté 45, mais en fait, visiblement, je m'étais trompé. Bonjour à tous, donc, je me présente d'abord pour me resituer. Je m'appelle Simon Persicot et je suis professeur de sciences politiques à Sciences Po. Et Sciences Po Grenoble ici. J'avais cours jusqu'à 12h15, c'est pour ça que c'est pour ça mon retard. En fait, ce qui me vaut d'être ici, c'est qu'on a écrit avec un certain nombre de collègues de Sciences Po Grenoble, du laboratoire Pacte aussi, un petit ouvrage qui s'appelle Sauver l'Europe, point d'interrogation, citoyens, élections et gouvernance européenne par pour autant, qui est sorti il y a un mois, et qui est une série de petits chapitres assez courts sur pas mal de questions en fait, associées aux enjeux de la construction européenne aujourd'hui, à la fois du point de vue des citoyens, en essayant de comprendre pourquoi est-ce que, par exemple, l'abstention est très élevée, et puis aussi en s'intéressant aux politiques publiques qui sont mises en place au niveau de l'Union européenne. Alors, la première chose que je voulais dire par rapport aux enjeux de ces élections européennes, hein, c'est le thème de la conférence, c'est que, en toute vraisemblance, le 27 mai 2019, il y aura 3 records qui auront été battus après les élections européennes. Le premier record, c'est celui de l'abstention. Le record historique, il est de environ 45% de participation. Le record vers le bas, hein, c'est celui des dernières élections. On le voit là, même 42,5 tout à fait. Et en fait, il y a de fortes chances que la tendance continue. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de facteur de mobilisation beaucoup plus important et que la tendance est vraiment longue, lourde. On la constate aux élections européennes, évidemment, mais on la constate aussi aux élections nationales. Hein, ce rejet des systèmes représentatifs par les citoyens, ou en tout cas ce désintérêt, est vraiment une tendance assez longue. Donc il y a de fortes chances que, premier record, le taux d'abstention soit, encore une fois, pas du tout. J'espère que vous ne participerez pas à ce record, mais c'est hélas la triste réalité. Deuxième record, le score cumulé des formations d'extrême droite eurosceptiques. Pareil. Ça, c'est toute une série de facteurs nationaux et européens qui l'expliquent, mais quand on voit le succès que connaissent des partis d'extrême droite solidement ancrés dans leur paysage politique nationaux, comme le Front National, hein,
Front National va peut-être perdre un peu de voix par rapport à 2014. D'ailleurs, c'est intéressant, hein. On a toujours tendance à estimer que c'est une dynamique systématique en France, une percée encore. Non, il faut comparer toujours aux élections de même ordre. Et les dernières élections qui sont tenues européennes, c'était les élections 2014. Le Front National a obtenu quelques 25% des voix, et il y a de fortes chances qu'il fasse un peu moins que ce qu'il avait obtenu là. Mais cela dit, vous voyez bien ce qu'on dit, on parle d'un quart des électeurs, c'est quand même pas rien. Donc ça, les partis d'extrême droite qui sont ancrés depuis longtemps dans leur paysage national, ils sont à un niveau très haut. Puis surtout, en fait, on voit toute une série d'autres partis d'extrême droite naître ça et là, se développer. Le dernier exemple en date étant le parti Vox en Espagne, qui, là encore, va obtenir un certain nombre de scores et de sièges associés, puisque les élections européennes sont des élections qui soutiennent le scrutin proportionnel. C'est très démocratique. Et ça a l'avantage ou l'inconvénient que toutes les forces politiques soient représentées à peu près à la mesure de ce qu'elles pèsent. Et puis, vous avez des partis d'extrême droite qui carrément ont accédé au pouvoir, ce qui n'avait jamais été le cas jusqu'ici en Europe. C'est le cas de l'Italie, avec la Ligue du Nord, dont la participation au pouvoir, et c'est aussi intéressant, sans doute un peu inquiétant, n'entraîne pas du tout de chute électorale, au contraire, ils sont en dynamisme, et donc ils vont faire un score exceptionnellement élevé, sans doute aux alentours de 30%. Donc pour toutes ces raisons, le nombre de voix et le nombre de sièges obtenus, c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans ce graphique, obtenus par les groupes d'extrême droite, va être historiquement élevé. Deuxième record. Troisième record, le score et le nombre de sièges obtenus par la gauche unitaire européenne, cette gauche radicale. Alors là, c'est peut-être là où c'est un pari que vous pourriez faire, peut-être gagner un peu d'argent à parier sur un score historique de la GUE, mais pas tant que ça. Il y a de fortes chances que la GUE obtienne son score historique. Son score historique, c'était les élections européennes de 94. À un niveau, en fait, pourquoi 94? Parce que c'était une période où notamment Die Linke, ce qui a donné Die Linke avec un très très bon score en Allemagne, et du coup la GUE était très forte. Mais il y a de fortes chances qu'elle obtienne son score historique. Donc quand on dresse ce tableau, on voit bien que les enjeux principaux de l'Union européenne, c'est d'une certaine manière sa légitimité, sa crédibilité, sa survie, ou en tout cas le fait qu'elle est discutée, critiquée, combattue d'une certaine manière. On est là face à des positions à la fois de rejet, de désintérêt des citoyens, et puis de la percée des partis ou des formations politiques qui en font une critique très dure. Je ne dis pas du tout là que la critique que font la gauche unitaire européenne et la critique que font les partis d'extrême droite sont similaires, bien au contraire. D'ailleurs, c'est assez intéressant, on a bien souvent tendance à l'oublier, mais quand on regarde quelles formations politiques votent ensemble à l'intérieur du Parlement européen, ça c'est intéressant parce qu'en fait, il ne faut pas voir que on ne vote pas autant par bloc partisan, ou en tout cas par bloc majoritaire, que ce que c'est le cas à l'Assemblée nationale. Il y a beaucoup plus. Les groupes décident un peu en fonction des enjeux. Je vais y revenir, c'est important. C'est-à-dire que les groupes sont relativement libres de choisir leur position en fonction des enjeux. Et la GUE, d'un côté, donc l'extrême gauche, et la droite radicale, votent à front renversé. Mais complètement à front renversé. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout les mêmes stratégies, ils ne défendent pas du tout les mêmes politiques au niveau européen. À chaque fois que le Parlement européen fait des propositions législatives en matière d'harmonisation, par exemple, donc c'est pas du droit dur, hein, parce que la politique sociale, c'est pas du droit dur européen, mais cela dit, le Parlement européen prend des positions là-dessus. Vous pouvez être sûr que l'extrême droite va voter systématiquement contre, l'extrême gauche va voter systématiquement pour. Elle est pour un approfondissement de l'Union européenne en matière de droit social, de droit fiscal, etc. Donc ça, c'est pour vous dire, c'est pas la même critique qui s'opère à l'égard de l'Union européenne. Il n'en demeure pas moins que c'est quand même une critique assez forte. Quand on entend le discours de la France insoumise aujourd'hui, la critique à l'égard des institutions européennes existantes est quand même relativement forte. Donc on est dans ce contexte d'une forme de désintérêt, de rejet, de critique très forte à l'égard de l'Union européenne. Est-ce que cette critique est légitime ou pas? Ce qu'on essaie d'avancer dans le bouquin, c'est que quand même oui, cette critique est très légitime. Il y a toute une série d'arguments qu'on avance, mais en gros l'Union européenne est quand même assez loin du compte sur toute une série de politiques sur lesquelles elle était jadis en avance. Je pense par exemple aux politiques de climat, de lutte contre le réchauffement climatique. C'est loin d'être la pire. Quand on la compare aux États-Unis, évidemment, elle fait beaucoup mieux, mais elle est vraiment loin d'être en avance. Pour ne prendre qu'un exemple, qui est assez marquant, je trouve, donc, lors des accords de Paris,
qui est l'accord central en matière de lutte internationale contre le réchauffement climatique, 2015, 197 pays signataires. Un récent rapport de l'UNCCF, donc en gros le comité de l'ONU qui s'occupe de surveiller l'avancée de la tenue du respect des accords par les États, montre que seulement 16 États du monde respectent leurs paroles en matière de trajectoire d'émissions de gaz à effet de serre. Et parmi ces 16 États, combien, à votre avis, de pays de l'Union européenne? Aucun. Aucun des pays de l'Union européenne ne respecte sa parole et la parole donnée en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Alors même que l'Union européenne était jadis vraiment en avance sur ce front-là. Enfin, sans l'Union européenne, il n'y aurait jamais eu Kyoto, par exemple. Et les États européens étaient relativement en avance dans le respect des accords, la parole donnée, lors du protocole de Kyoto de 1997. Donc là-dessus, l'Europe n'est pas du tout aussi efficace, aussi bonne qu'elle était avant. C'est pareil en matière de montée des inégalités. Vous voyez quand même le pourcentage de richesse accaparé par les 1% les plus riches de la population en Europe n'a fait qu'augmenter. Pareil, quand on la compare à d'autres pays, sans doute pas autant que d'autres, mais elle n'est pas spécialement meilleure. Donc, en gros, l'Union européenne, il y a toute une série de raisons pour lesquelles elle est critiquée. Et puis une raison, à mon avis, centrale, et qu'on oublie bien souvent, ou en tout cas, finalement, il ne faut pas trop s'étonner en fait, que les gens n'aillent pas voter aux élections européennes, c'est le fait que, honnêtement, il y a très très peu de chances qu'au lendemain des élections européennes, la majorité gouvernement de l'Union européenne change. Pour le dire autrement, depuis 1979, les partis, ou les familles de partis qui gouvernent l'Union européenne sont systématiquement les mêmes. Or, on a tendance à dire, et la science politique là-dessus, il y a des définitions très simples de la démocratie, une définition minimaliste de la démocratie. C'est de dire que des élections doivent pouvoir changer le détenteur du pouvoir. Et les élections européennes, ça s'explique pas seulement pour des raisons politiques, ça s'explique pour des raisons institutionnelles. Le fait que le Parlement européen en lui-même n'est pas du tout en mesure de changer la composition de qui gouverne l'Union européenne. En tout cas, les élections européennes ne permettent pas de changer le détenteur du pouvoir au niveau de l'Union européenne. Et ça, c'est un problème. Et d'ailleurs, même quand on regarde le graphique, alors même qu'on est dans une logique de percée des partis critiques à l'égard de l'Union européenne, qui soient critiques pour une Europe plus sociale, qui soient critiques pour un repli national, qui soient critiques, on dit souvent que les Verts sont très pro-européens, c'est vrai, mais ils sont aussi critiques à l'égard de l'Union européenne. Il y a toute une série de votes sur lesquels ils ne participent pas, ils sont contre les votes au Parlement européen. Donc ils sont en dynamisme, mais en réalité, ça ne va pas vraiment changer le lieu du pouvoir. Et en gros, là, on est en train de se demander qui de Kretschmann ou de Manfred Weber va gouverner l'Union européenne, qui du leader du parti, ce sont les leaders du Parti populaire européen ou du Parti social-démocrate, qui ont des positions, honnêtement, des positions sur les politiques publiques très similaires. D'accord ? Vraiment, franchement, quand vous prenez leur discours, ce qu'ils souhaitent pour l'Union européenne, on est sur ces bonnets blancs et blancs bonnets. On est vraiment dans cette logique d'une forme de consensus, de très très grande majorité centrale au niveau du Parlement européen, qui regroupe le Parti populaire, sans doute ce ne sera pas d'accord, qui regroupe le Parti populaire européen, les libéraux. Les libéraux, ils votent systématiquement, ils votent presque tout le temps avec les sociodémocrates et le Parti populaire européen, et les sociodémocrates. Et dans un contexte de majorité, du coup, très large. Et en fait, ce qui permet en fait, à cette majorité très large de gagner toujours, d'accord, de toujours trouver suffisamment de députés pour faire voter ces textes. Alors parfois, ça va dans le bon sens, parfois, ça va dans le sens d'un peu plus de néolibéralisme, un peu moins de protection de l'environnement, etc. D'accord ? Par exemple, je ne sais pas, si on prend un seul exemple, alors même que les opinions publiques sont vraiment radicalement hostiles aux traités de libre-échange de type CETA, etc., le Parlement européen fait rarement défaut pour voter ce type d'accord de libre-échange. D'accord ? Et ça s'explique par l'existence de cette grande coalition, cette espèce de cercle de la raison, dont nos grands partis, le PS jadis, l'UMP et évidemment la République en marche sont les représentants les plus clairs, c'est-à-dire un espèce de ce que certains essayent de théoriser sous la forme de progressisme, mais qui est grosso modo pour la continuation du business as usual. Il ne faut pas se mentir. Et dans un certain sens, Emmanuel Macron, la stratégie qu'il a par rapport à la FDE, moi je veux bien qu'il ait une stratégie alternative, mais je ne vois pas bien où est-ce qu'il va aller chercher ses troupes. Les troupes qui peuvent éventuellement l'accompagner dans un nouveau groupe. Il peut aller chercher une partie du PPE, ce serait intéressant. S'il réussit en fait à... Parce que, par exemple, le Parti populaire européen, ils ont des vrais problèmes.
un des gros problèmes du Parti populaire européen, c'est qu'ils siègent, et pour l'instant soutiennent, enfin, en tout cas ils l'ont sanctionné mais de manière très modérée, avec Viktor Orban, le Premier ministre hongrois dont on connaît les politiques qui sont totalement... Par exemple, là aussi, l'Union européenne, elle fait gravement défaut. Vous avez sans doute entendu parler de ce qui se passe en Hongrie. La Hongrie est un pays dont les politiques sont, en matière par exemple d'accueil des migrants, mais même de respect des droits de l'homme les plus élémentaires, universitaires par exemple, académiques, ça me touche, Orban s'est arrangé pour qu'il y avait une université qui s'appelait la Central European University, une espèce de lieu de liberté de pensée académique, qui va fermer, qui déménage en Autriche parce qu'ils sont attaqués par le gouvernement Orban. Or, Orban siège avec le Parti populaire européen. D'accord? Donc, cette grande majorité, elle a de grandes incohérences, me semble-t-il. Elle est en partie responsable de la critique que lui adressent les citoyens européens, ou au moins de leur désintérêt, puisqu'en réalité, ils ont l'impression que, quel que soit leur vote, quel que soit le résultat des élections européennes, rien ne change vraiment. Et donc, d'une certaine manière, c'est difficile. Alors, ayant dit ça, cette critique très dure, est-ce que pour autant il faut jeter le bébé avec l'eau du bain? Est-ce qu'il faut dire l'Union européenne de toute façon c'est dépassé, on ne pourra jamais la changer, etc. Je pense que non, complètement l'inverse. Et c'est pour ça qu'on a écrit un bouquin qui s'appelle Sauver l'Europe, on a mis un point d'interrogation, mais la réponse de la deuxième page du livre, c'est oui, évidemment, il faut sauver l'Europe. Oui, il faut aller voter. Pourquoi est-ce que cet argument, pourquoi est-ce qu'il faut, semble-t-il, voter l'Europe? Pourquoi est-ce qu'il faut essayer en tant que citoyen de donner une légitimité? Merci d'être venu vous intéresser à ces questions-là, essayez d'en parler autour de vous, essayez de convaincre les gens que c'est important de voter pour l'Union européenne, que c'est important de faire des choix qui ne soient peut-être pas ceux du mainstream, et à mon avis, franchement, croire l'espèce d'opposition un peu stérile entre progressisme d'un côté et populisme de l'autre, à mon avis, est le pire qu'on peut faire à l'Union européenne. Il faut au contraire montrer qu'il y a des voies différentes, des options différentes qui existent pour changer l'Europe. Avec quels angles? Pour moi, l'angle central, c'est celui de faire en sorte, et je reviens du coup sur cette idée de grande majorité, que l'essentiel du pouvoir repose au Parlement européen. Que la majorité du Parlement européen soit plus restreinte, qu'elle ne soit pas cette espèce de large cercle qui se restreint avec le temps. Il partait, quand on faisait la somme PPE, ALDE, sociodémocrate, ça faisait 70% des voix en 79. Aujourd'hui, c'est un peu plus petit, mais ça reste quand même plus de 60, c'est trop large. Une majorité, il y a très peu de parlements dans lesquels la majorité elle a 60%. Une majorité, il faut des blocs plus homogènes pour des politiques qui soient plus cohérentes et qui permettent d'avoir une alternance. Alors, une des réformes qui permettrait d'avoir ce type d'alternance, ce serait de faire en sorte que les personnes qui siègent à la Commission représentent la majorité du Parlement européen. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pourquoi? C'est le point central. Je sais qu'Henri est un fervent défenseur de cette idée. C'est parce qu'en fait, ce sont les États qui, d'une certaine manière, décident très largement qui siège à la Commission européenne. Le Parlement pourrait très bien dire non, non. Ok, les États, vous avez votre mot à dire sur la proposition, mais c'est nous qui nous assurons que les personnes qui siègent à la Commission correspondent au périmètre politique de la majorité avec laquelle nous avons envie de gouverner. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc ça demande beaucoup de courage politique, ça demande sans doute quelques réformes institutionnelles. Si vous voulez, dans le livre, on essaie de faire des propositions de réformes institutionnelles. Alors évidemment, c'est toujours très compliqué, ça demande un vote à l'unanimité, etc. Mais le Parlement pourrait avoir une stratégie politique un peu plus marquée de construction d'un cercle majoritaire qui soit un peu plus restreint et qui permette cette alternance qui fait tant défaut à l'Union européenne. Voilà pour moi. Je vais passer aux questions. Moi, par rapport à... Sur certains sujets, on n'est pas forcément tout à fait en face, mais c'est pas grave, c'est pas important. Moi, ce qui me frappe quand même sur cette élection, c'est que même ceux qui sont d'extrême droite ont un point de vue qui est inhabituel par rapport à un point de vue sur l'Union européenne. Il y avait la formule, je le notais en même temps, à une certaine époque, l'extrême droite, c'était « tu n'aimes pas l'Europe, tu la quittes ». Maintenant, l'extrême droite, tu n'aimes pas l'Europe, tu y restes et tu la changes de l'intérieur. C'est une modification non négligeable. Dans les négociations que l'on voit à l'extrême droite, justement, il y a cette idée, au fond, il ne faut pas sortir de l'Union européenne, il ne faut pas sortir de la zone euro. Ce qui est inhabituel, alors qu'auparavant, l'extrême droite, c'était plutôt on sort de la zone euro, on sort de l'Union européenne. Et là, quelque part, peut-être qu'il est en train de se mettre en place quelque chose au sein du Parlement européen pour cette organisation future, en quelque sorte. C'est plus on jette le bébé, l'eau du bain, la peignoir, et ainsi de suite.
on la transforme de l'intérieur. Ce qui veut dire des débats politiques peut-être un peu plus vigoureux au sein du Parlement européen, du fait de cette posture inhabituelle, beaucoup plus proche d'ailleurs de l'extrême gauche, parce que l'extrême gauche c'est plutôt, on la quitte pas, on la change de l'intérieur. Il y a peut-être cette évolution. Et puis un dernier élément aussi, ces élections sont des élections européennes, c'est vrai, mais qui se passent de manière nationale. Et les conséquences sont terribles, je trouve. C'est qu'en France, par exemple, on a l'impression de vivre un troisième tour de l'élection présidentielle, à l'occasion de cette élection européenne, dans la mesure où les deux listes qui arrivent un peu en tête, en quelque sorte, sont à peu près les mêmes que celles de l'élection présidentielle française, ce qui fait que la représentation proportionnelle, c'est une excellente chose sur le plan de la démocratie, mais la conséquence, c'est un test formidable pour chaque parti politique national pour savoir qu'est-ce qu'il pèse dans son propre pays. Et ça a des conséquences nationales, ce qui fait que l'électeur vote plutôt, et d'ailleurs certains le disent même tout à fait nettement, il faut voter pour moi parce que ça sera dénoncer le président de la République et sa politique. Or, cette élection n'a pas vocation à changer la vie politique française, ni le fonctionnement du Parlement français, ni du Parlement européen. C'est les deux éléments que je voulais ajouter sur ce propos, mais des questions, bien sûr. Vas-y. Moi, je voulais revenir sur plusieurs points. Je suis pas sûr de tout à fait d'accord avec vous. À propos des Spitzenkandidats, des Spitzenkandidats. Moi, j'ai découvert un peu, en regardant les débats, j'ai découvert un peu Weber. Non, Weber, oui, parce que je ne le connaissais pas, donc il n'a pas fait grande impression, on peut se dire. Mais en revanche, Timmermans, je trouve qu'il a des positions intéressantes. Alors, est-ce qu'il va les tenir quand il sera, s'il est, président de la Commission européenne, il y a peu de chance, mais je trouve qu'il tient, enfin moi j'ai découvert Timmermans à cette occasion-là, je trouve qu'il a des positions vraiment bien, et par rapport à l'alliance récurrente avec le PPE, bon, il est quand même beaucoup plus ambigu sur la poursuite de ce type de consensus. Donc ça, est-ce qu'il le fera? Je ne sais pas, mais en tout cas il a des positions intéressantes, tant sur le plan écologique que sur le plan social. Donc ça, je trouve qu'il est intéressant. Ensuite, toujours pour rester sur la question des Spitzenkandidats, finalement, par rapport à ce qui avait été vécu en 2014, en fait, on avait un peu eu le sentiment que le Parlement, non pas désigné Juncker, qui avait été bien sûr désigné avant par le Conseil européen, notamment par Angela Merkel, mais je veux dire, il y avait l'idée quand même un petit peu, on avait un peu cette idée que le Parlement avait son mot à dire sur la question. Là, apparemment, c'est quand même plus compliqué. Je ne suis pas sûr que... Est-ce que Weber va rester? Est-ce qu'il sera le seul? Est-ce que Macron, d'après ce que j'ai vu, va pousser suffisamment Barnier, sera suffisamment soutenu par ailleurs en Europe, ce qui m'étonnerait bien sûr, pour mettre Barnier sur le devant de la scène? En tout cas, Weber, je trouve que c'est une catastrophe quand on le regarde, c'est absolument terrible. Bon, ensuite, il y a Vestager, il y a la commissaire danoise, qui, elle, fait aussi une campagne qui apparemment, pour cause de Macron poussant Barnier, elle était à Paris là, ces jours-ci, elle n'est pas vraiment, serait pas vraiment soutenue par la France. Donc est-ce que ça va passer? Est-ce qu'elle va se déclarer? Puisque l'ALDE, pour le moment, c'est une team Europe qui gère c'était Verhofstadt qui était à l'Institut universitaire de Florence là, il y a 2 jours. C'était pas Vestager, mais pour le moment, elle fait le tour. Elle n'a pas été désignée comme Spitzenkandidate pour l'ALDE. Bon. Comment est-ce que ça va se passer? Voilà, donc ça, il y a les Spitzenkandidats, et puis un peu poussé par le Parlement, mais les textes ne sont pas clairs là-dessus. Est-ce que c'est le Conseil européen qui propose, etc. Mais bon, on voit bien que là, alors qu'il n'y avait pas vraiment d'incertitude par rapport à 2014, c'était clair. C'était ou Schulz pour les sociodémocrates ou Juncker pour le PPE. Donc là, c'est plus. On a l'impression que c'est pas figé actuellement. Donc ça, c'était une chose. Ensuite, je voulais dire pour le Fidesz, pour les Hongrois et pour Orban. Orban, il ne veut pas de Weber. Il l'a déclaré il y a 2 jours, je ne sais plus si c'était à Florence, peu importe. Il ne votera pas pour Weber. Donc le Fidesz a été suspendu. Il n'a pas été exclu. Et je pense que le danger, c'est qu'effectivement, si le PPE, on peut supposer que si le PPE n'a pas exclu, mais l'a seulement suspendu, parce que sinon ça pousse à l'extrême droite. Et donc la Salvini
etc. Pour le moment, puisqu'ils négocient ensemble, sachant que la position de Le Pen est un peu particulière. Donc voilà, donc je pense que ça, pour le Fidesz, c'est plus... La suspension, c'est quand même pas rien, même si c'est pas l'exclusion, mais le risque de l'exclusion, c'est de le faire basculer carrément sur l'extrême droite. Moi, ça sera plus clair. Du coup, ça va renforcer, parce que là, la recomposition au niveau de l'extrême droite, c'est pas la recomposition au niveau de l'extrême droite. Tu refais une conférence, c'est bien, mais voilà. de parler aussi. Et simplement revenir sur l'abstention, le pourcentage d'abstention. Donc, il s'agit bien des Français, les 42,3. Ah, ça, c'était les Français au niveau européen. Oui, c'est ça. Mais j'aurais aimé. Est-ce que vous avez le chiffre pour les Allemands? Ah, pour les Allemands Non, je pense que c'est plus. Enfin, je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais c'est plus élevé. Ils abstiennent moins. Sur le plan juridique, voilà. je te réponds tout de suite. Sur le plan juridique, c'est clair dans le traité concernant le président de la Commission européenne. Le Parlement élit le président de la Commission européenne. Et le Conseil européen tient compte, c'est le système, tient compte des résultats électoraux du Parlement européen. C'est les deux aspects. Tient compte, et là, il y a une sorte de petite compétition entre le Conseil et le Parlement. Le Parlement dit, ben, moi aussi je tiens compte et je choisis le président. Et là, Juncker, c'était pas tellement Mme Merkel qui était favorable à Juncker, c'était le Parlement européen, parce que Mme Merkel était défavorable à Juncker dans une première position. Elle n'était pas favorable, elle n'était pas très enthousiaste de Juncker. Voilà, pardon, l'aspect politique. Sur l'aspect politique, en fait, je suis assez d'accord avec ce que vous dites, à deux limites près. Enfin, en gros, l'argument c'est, avec un PPE qui va du Fidesz jusqu'à, on va dire Merkel, d'une certaine manière, c'est celle qui est la plus on va dire, compatible avec les sociodémocrates. Je ne sais pas quels sont les partis populaires, il faudrait regarder quels sont les partis populaires qui votent le plus systématiquement avec les sociodémocrates. C'est justement le problème, c'est que c'est un groupe qui est énorme, qui en fait a beaucoup d'incohérences et qui du coup est obligé de faire des compromis permanents avec une partie de son propre camp qui va pas du tout dans le sens d'un approfondissement souhaitable de l'intégration européenne. Je veux dire, et là, de ce point de vue-là, on peut critiquer Weber, je suis assez d'accord avec ce que vous venez de dire, mais cela dit, Weber et le Fidesz, c'est pas tout à fait pareil. Et les députés Fidesz au Parlement européen. Et de ce point de vue-là, en fait, le fait que ça se clarifie, que les groupes soient plus homogènes, et justement sur des bases politiques, de choix politiques, de vers où il faut aller, c'est à mon avis vers ça qu'il faut aller. C'est-à-dire que, certes, ça augmente le poids de l'opposition, et notamment de l'opposition anti-européenne, mais ça donne une cohérence à cette majorité qui gouverne l'Union européenne. Quitte, écoutez, si cette majorité insatisfait les gens et que ce sont les populistes qui gagnent, et bien tant pis, les populistes d'extrême droite, c'est la démocratie. Pour l'instant, ce que je dis, le problème, c'est que ça ne change jamais, et que cette espèce de volonté permanente de rester dans un consensus, à mon avis, entraîne le risque, un, du désintérêt, et deux, au final, de légitimer un discours d'une radicalité un peu stupide, parce que ça change, parce que les citoyens ont l'impression, à juste titre, que les choses changent peu. Sur Timmermans, là, encore une fois, il faut faire, enfin moi, chat échaudé, craint l'eau froide, j'ai toute une partie de mes autres travaux qui portent sur le respect des promesses électorales. Et voilà, il faut faire attention aux promesses électorales. Et il y a des choses qu'on regarde, c'est le comportement des députés quand ils sont au Parlement européen. Regardez le comportement des députés sociodémocrates allemands au Parlement européen, par exemple. Il est très éclairant de ce point de vue-là. Il y a très peu d'enjeux. Je ne sais pas si vous êtes un peu, on va dire, écolo, alter de gauche. Vous serez assez. Des fois, vous serez d'accord avec le PSE, par exemple, sur les droits de l'homme. Là, ils sont exemplaires. Systématiquement, sur les droits de l'homme, sur les libertés individuelles, etc. Les droits de la femme, tout à fait. Non, mais je veux dire, les droits de l'homme au sens général. Les libertés, les droits, là-dessus, ils sont exemplaires. Sur, par exemple, les traités de commerciaux, c'est un peu plus compliqué. Sur les politiques environnementales, c'est un peu plus compliqué. Voilà, donc là, voilà, il y a des discours, et puis après, il y a la réalité de ce que c'est que le leader du Parti social-démocrate allemand. Et après, oui, si, c'est parce que c'est intéressant. Cette candidate danoise potentielle. D'une part, elle est plus crédible parce qu'en fait, la LDE est plus crédible, grâce à Macron, potentiellement. C'est-à-dire qu'en fait, si les députés français de la République En Marche renforçaient la LDE, ça en fait un groupe qui potentiellement est en mesure de demander, d'obtenir la présidence de la Commission. Ce serait vraiment intéressant. À mon avis, c'est là-dessus. Le problème de Macron, c'est qu'il ne joue pas de cette stratégie. Ça, je ne comprends pas du tout.
Je ne comprends vraiment pas. Enfin, ça c'est de la politique un peu nationale, on ne comprend pas vraiment. Je ne comprends pas pourquoi Macron n'a pas une logique au contraire de dire en fait ma famille politique c'est les libéraux-démocrates et justement cette commissaire danoise correspond parfaitement en fait à son modèle à la fois sur le fond des politiques publiques. Ce serait une femme, enfin il y aurait toute une série d'intérêts. Et en tout cas elle devient crédible parce que la LDE devient plus crédible. Voilà, mais il y avait une question. Siemens. Voilà, ah oui, voilà. Exactement. Monsieur l'adjoint. Ouais, il se dit qu'en fait, sur les élections européennes, la cristallisation des votes, les décisions se font dans les tout derniers jours. Oui, c'est des sondages là. Voilà. Et en fait, ma question est la suivante, c'est est-ce que c'est pareil dans tous les pays, cette cristallisation sur les votes par rapport aux derniers jours? Les élections en Espagne nous ont montré qu'en fait, il y a en tout cas sur toute participation la semaine dernière, un écart quand même assez important entre ce qu'annonçaient les sondages et les résultats, et même sur les élections au niveau de Vox par exemple. Question, c'est pourquoi ça se cristallise à la dernière minute sur ces élections? Qu'est-ce qu'il y a de si particulier qui fait que les gens décident? Et est-ce qu'ils vont décider réellement comme ça dans ces élections-là? Est-ce que les sondages qui prédisent une participation faible, vous y croyez? Et comment ça se passe dans les autres pays comparativement? En fait, la réponse, elle est que c'est des élections, on appelle ça des élections de second ordre. Il y a tout un concept dans sciences politiques, second order election, ça paraît sur le papier, juste après les premières élections européennes à suffrage universel direct en 79. Donc en fait, c'est des élections qui sont moins importantes aux yeux des électeurs. Et en fait, plus le niveau d'importance aux yeux des électeurs est élevé, plus les gens se décident tôt. Donc en fait, pour répondre à votre question, en gros, pour les élections régionales, on trouve des logiques un peu similaires, une très très forte volatilité dans la période, et puis en fait, la décision se fait dans les dernières semaines ou la dernière semaine. Par exemple, en 2009, c'était fascinant. Quand on regarde les courbes de 2009, les sondages se transforment radicalement dans la dernière semaine, ce qui paraît un peu bizarre, c'est comme ça. Donc là, c'est en fait le niveau d'importance. Les électeurs, ils ont peut-être tort, ils ont peut-être raison, peu importe, je ne peux pas répondre à cette question, mais on ne donne pas du tout d'importance à ces élections-là, parce qu'ils n'ont pas l'impression qu'elles tranchent qui a le pouvoir et qui va un peu changer leur quotidien. Sans doute ont-ils tort, mais en tout cas c'est le cas. Donc ça explique ça. Après, sur la manière dont ça peut varier entre les différents pays, mon hypothèse c'est que c'est partout pareil, mais je n'ai pas d'éléments vraiment factuels pour le montrer. Après, il y a une dernière chose que je voudrais rajouter à ça, c'est que la volatilité électorale, en tout cas en France, est relativement élevée, et elle est d'autant plus élevée que le paysage politique est en bouleversement, pas seulement aux élections européennes, mais aussi aux élections nationales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes un électeur de gauche, franchement, vous ne savez pas où vous habitez. Non, mais vraiment, vous voyez bien, vous n'avez que des forces qui sont des nains, à peu près à égalité. Là, pour le coup, une dynamique de campagne a d'autant plus de. Enfin, les changements liés à la campagne sont d'autant plus probables qu'il n'y a pas de stabilité, d'un système de parti clair, avec des adhésions fixes, et voilà, donc là, ça c'est sûr. Il y a d'autres pays pour lesquels c'est le cas, des pays dans lesquels les bouleversements sont moins forts que la France. Quand même, l'élection d'Emmanuel Macron, de ce point de vue-là, a entraîné un espèce de chambouletou du système partisan français. C'est la première élection après l'élection, après la séquence de 2017. Donc, comment est-ce que ça va se réaligner d'une certaine manière? On ne le sait pas encore, et ça explique, à mon avis, cette incertitude et cette volatilité. Allez-y, oui. Pour ce que vous avez dit, qui est extrêmement important, c'est à voir que tout le monde ne faut pas. Mais on va parler des problèmes internes à l'Union européenne. Et on laisse de côté, dans ces conditions, des vrais problèmes qui sont très importants, comme la politique étrangère, dans la situation géopolitique en ce moment, comme l'environnement, dans lequel vous avez dit que, par exemple, lorsque la Commission fait beaucoup de travail dans l'environnement, en fait, c'est probablement un niveau d'institution internationale, celle qui fait le plus, en fait. Mais le résultat qui est dû au gouvernement national et pas à la Commission est plutôt mauvais. Et pour ne pas parler de la science de la technologie de l'innovation. Aujourd'hui, il n'y a aucun pays au monde qui peut imaginer d'avoir des joueurs importants au niveau mondial sans avoir des avancées, être dans une position très forte en sciences, technologie et innovation. Vous voyez la Chine, par exemple, la façon dans laquelle ils sont en train d'investir, ils ont un plan très clair de dire pour l'année 2050, on va être le leader scientifique du monde. Donc, ne serait-il mieux de faire de
c'est les libéraux, les démocrates, etc., de s'entretuer vraiment et de perdre de vitesse dans tous ceux qui sont les domaines importants de l'Union européenne. Franchement, j'ai pas l'impression, enfin, déjà, la dimension de la course de petits chevaux, de la compétition du combat de boxe, où en gros on parle des gens, on parle de qui a le pouvoir, qui pourrait l'avoir, ça c'est politique. C'est pareil pour les élections présidentielles en France, c'est pareil pour des élections législatives en Allemagne. En gros, les gens, les politiques aiment parler de leur compétition entre eux, les électeurs aiment suivre la petite course de chevaux, regarder les sondages, qui va gagner, qui va perdre, etc. C'est classique. D'accord ? Le fait de monter en gamme et de parler des enjeux plutôt que du jeu, d'une certaine manière, c'est un classique des campagnes électorales dans les démocraties représentatives. On peut le déplorer, mais c'est ainsi. Sur la commission au niveau international, c'est exactement l'argument, le fait qu'elle est très active en fait en matière d'environnement, c'est exactement un des arguments qu'on essaie de développer dans le livre. C'est qu'en fait, on peut avoir deux lectures. La lecture que j'essaye d'avoir depuis tout à l'heure, c'est que l'Union européenne serait comme un régime politique, d'accord, comme une démocratie. C'est la lecture que je souhaite d'une certaine manière. Et en fait, pour l'instant, comme disent les Anglais, the jury is still out. On ne sait pas si c'est une organisation internationale, comme peut l'être l'ONU, comme peut l'être, je sais pas, l'ASEAN, ou un régime politique, comme peut l'être la France ou l'Allemagne. D'accord ? Et c'est entre les deux. Par contre, ce qui est clair, c'est que c'est l'organisation internationale qui se rapproche le plus de ce que peut être un régime politique classique. Donc vous avez tout à fait raison. Quand on la compare, et c'est en ça qu'il faut la sauver absolument, et c'est complètement stupide de déconstruire quoi que ce soit au sein de l'Union européenne, et même de faire des institutions parallèles, etc. Parce qu'on a une organisation qui, quand même, internationale, ce qui est très compliqué à faire, du supranational, qui s'apparente le plus à une démocratie supranationale. Donc là, vous avez tout à fait raison. Mais en même temps, on peut aussi se dire, ah oui, il y a des aspects insatisfaisants qui font que ça reste une organisation internationale dans laquelle chaque État a encore un pouvoir de veto, pas systématique, loin de là, ils en ont perdu de plus en plus, mais dans le fond, par exemple sur les questions budgétaires et fiscales, ce qui est quand même le dur de ce que c'est qu'un régime politique, et bien là, les États gardent encore largement leur droit de veto, et c'est un problème, c'est ce qui fait que l'Union européenne peut être aussi vue, on peut voir vraiment avec deux lunettes comme tout simplement une organisation internationale qui fonctionne de manière un peu plus démocratique que les autres. C'est sur ce plan-là, je partage tout à fait ce qui vient d'être dit, mais souvent on dit que l'Union européenne repose sur deux légitimités, et ça a des effets extrêmement durs. Il y a la légitimité des États et la légitimité des peuples. Le Parlement européen fait tout ce qu'il peut pour avoir cette représentation des peuples. Par contre, les États veulent conserver la main, et du coup, on a pendant très longtemps l'idée qu'on était dans un processus d'intégration, et on est dans un processus très souvent intergouvernemental. Et avec l'idée que c'est le Conseil européen qui détient la réalité du pouvoir par rapport aux autres institutions. Et c'est là où le Parlement a du mal à s'imposer en quelque sorte, parce que les États veulent garder la main. Et en gardant la main, ben, ils ne le font pas. Et par exemple, en matière écologique, c'est tout à fait intéressant. Quand ils se mettent tous ensemble dans une grande réunion à Paris, ben, allez, tout le monde est d'accord, et après, très concrètement, vous faites chacun quoi? Oh, ben là, or, l'Union européenne pousse à ce qu'on fasse quelque chose collectivement et pas pour chaque État. Ce qui fait que, me semble-t-il, la citoyenneté européenne, parce que je le mets avec ça, elle n'existe pas encore. Les citoyens ne se sentent citoyens nationaux et pas citoyens européens avec la défense d'intérêts collectifs pour la totalité de l'Europe. Et là, c'est un processus d'éducation qui va prendre beaucoup de temps. Mais pourtant, c'est ça derrière. Parce qu'on a on a inventé la citoyenneté européenne. Ce qui n'est pas rien, d'une certaine manière. Là où les Britanniques sont le plus inquiets de leur départ, c'est de ne plus être citoyens européens. Mais il me semble que cette citoyenneté, c'est pour ça que même tout à l'heure, par rapport à l'extrême droite, le fait qu'ils disent on ne veut plus quitter, ça me paraît être rentré dans un débat purement européen, de faire évoluer l'Europe de telle ou telle manière, ce qui est une autre façon d'aborder les choses. C'est plus on est dedans ou on est dehors. On est dedans et on va essayer de la faire évoluer. Par madame. En parlant des rapports de force dans la gouvernance européenne, il se dit que les Français sont peu actifs et ambitieux sur le plan de l'influence et des postes de responsabilité, et qu'au contraire, les Allemands et les Anglais sont très présents, pour les Français. Et puis, on a l'impression qu'on n'en voit pas toujours les meilleurs. Alors, est-ce que c'est exact?
Des noms. Alors ça dépend des partis en fait. Par exemple, là, le Parti Socialiste, jadis, n'envoyait pas du tout ses meilleurs. Pourquoi? Parce qu'il y avait plein de gens qui étaient députés nationaux. Vu la casquette qu'ils se sont pris lors des élections législatives, ils sont obligés, puis ils vont pas en avoir beaucoup, donc ils envoient plutôt leurs meilleurs. Quand vous regardez la liste des députés de la place publique sociodémocrate, et par exemple, quelqu'un comme Sylvie Guillaume, c'est une députée européenne exemplaire en termes de travail, de qualité, d'investissement, etc. Donc en fait, ça dépend. Quand ils ont les moyens, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnels politiques qui n'ont pas de mandat, là on peut envoyer des gens de qualité. Et cela dit, c'est pas si vrai, parce que la liste de LREM est aussi de grande qualité quand même. Enfin, on peut estimer que ça va être des gens qui vont travailler, on peut l'espérer, que ça va être des gens qui vont travailler solidement. Ce que vous disiez par contre sur l'investissement des députés français, là encore, ça dépend quand même des groupes. Parce que par exemple, quelqu'un comme, encore une fois, pour reprendre cet exemple, Sylvie Guillaume, et vous pouvez Françoise Grossetête, mais même chez les écolos, Yannick Jadot, des gens comme ça, c'est des gens qui Aucun s'investit, je dis d'une manière générale, la configuration n'est pas la même pour les Allemands. Bien sûr, mais c'est aussi lié à l'habitude en fait de travail parlementaire. Et franchement, la France est un pays dans lequel, hélas, les parlementaires en France travaillent assez peu, et ils travaillent mal, surtout, en fait, plus que peu. C'est-à-dire qu'ils ont l'impression qu'il faut aller en circonscription, etc., plutôt que de s'engager dans un travail parlementaire à Bruxelles. Donc du coup, c'est clair que les Français sont en moyenne nettement moins bons députés européens. Mais ça, vous avez un site qui surveille en fait l'activité des parlementaires européens. C'est marrant parce que du coup, on peut regarder par groupe politique ou par blocs nationaux. Et vous avez des moyennes d'activité qui participent aux commissions, qui signent des amendements, ce genre de... Parce que les scandales qu'il y a eu sur des gens qui devaient siéger, qui faisaient rien, et c'est pas très motivant après pour monter. Ah bah là, eux, c'est les pires. Eux, ils font absolument rien. Le pire du pire, c'est l'extrême droite. Et là, pour le coup, de tout côté. Hein. Mais là sur ce registre-là, effectivement, moi, ce qui me paraît important, c'est qu'on oublie qu'on se regarde les uns les autres. Et au sein du Parlement européen, quand par exemple la France envoie au Parlement européen un nombre très important de députés du Front National, les Allemands, les Anglais regardent, ah ben vous envoyez ces gens-là, mais ils ne vont pas vraiment travailler, s'investir dans les questions. Et puis après, c'est des scandales qu'il y a derrière. Au moment des consultations citoyennes de l'année dernière, parmi les suggestions qui étaient faites dans les consultations citoyennes, il y avait cette idée, faire cesser la pratique consistant à présenter aux élections européennes des candidats battus aux élections nationales. C'était la proposition dans les consultations citoyennes en France, envoyer de bons candidats et pas des candidats battus. Je crois qu'il y avait un peu de vrai quand même, il y avait un peu de vrai sur ce registre. Mais je partage le point de vue aussi que tu évoquais sur le travail parlementaire, même en France, quand on regarde les parlementaires, un certain nombre d'entre eux ne sont pas forcément des travailleurs extrêmement actifs au sein du Parlement. Alors pour d'autres raisons, puisqu'on est dans un régime politique, parce que le Parlement obéit en quelque sorte à l'exécutif, donc c'est un peu compliqué. Est-ce qu'ils ont conscience qu'ils ne travaillent pas bien? Ah ben quand même, les sondages qui sont faits, ça se voit. Hein. Ils peuvent le savoir. Après, en fait, un des problèmes, c'est justement ce truc sur les battus du scrutin national, c'est qu'en fait, et sur le fait que, encore une fois, comme les électeurs, comme les élites politiques, certaines élites politiques ont l'impression que tout se passe au national, ils n'utilisent leur mandat que pour accumuler des ressources, des réseaux, faire fructifier leur réseau au niveau national pour le succès de leur parti ou leur propre succès individuel au niveau national. Si vous prenez, et d'ailleurs les sociodémocrates de ce point de vue-là ne sont pas tout à fait exemplaires, vous avez Sylvie Guillaume d'un côté, mais vous avez Vincent Payon de l'autre. Et vous regardez la participation de Vincent Payon au Parlement européen, non, c'est pas la peine, vous pouvez... Ah oui, il y avait la caméra, c'est gentil. Autre question, oui. Alors, moi, j'ai 3 questions. Donc, d'une part, c'est concernant les chiffres. On passe de 751 si les Anglais sortent de l'Union. Non, 705 s'ils sortent. Oui, on est de 751, on passe à 701, 705, alors qu'ils sont déjà 71. Oui. Comment expliquer ce différentiel? Voilà. Et puis, il y a également la deuxième chose. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour faire tomber l'unanimité au niveau, donc, voilà. Et la troisième question, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que le Parlement arrive à s'affirmer plus pour la désignation du président de la Commission?
Bon, sur l'aspect purement juridique et technique, 751 passe à 705 parce que c'est seulement une partie des sièges des députés britanniques qui a été répartie entre d'autres États. Ce n'est pas la totalité des sièges des députés britanniques. Ce qui explique que 750 passe à 705, c'est cette dimension-là. C'est une décision qui a été prise au sein du Parlement européen. Il y avait cette idée, mais elle n'a pas été utilisée, c'est que les sièges laissés vacants par les Britanniques soient transformés dans des listes transnationales. C'était une proposition du président de la République, je crois, sur ce registre-là. Le Parlement européen a rejeté, et notamment le PPE, c'est surtout le PPE, a rejeté cette proposition de liste transnationale, qui aurait été une autre démarche intéressante, d'ailleurs, me semble-t-il. Après, c'est compliqué peut-être à mettre en œuvre, comment ensuite, dans quel groupe politique, c'est plus compliqué. Mais c'est ça, le 751, le 705, c'est ça. Alors, à mon avis, enfin, d'après les dernières informations, je crois que les Britanniques vont aller aux élections. C'est assez bizarre parce qu'ils vont aller aux élections pour à peine quelques mois, puisque le 31 octobre, théoriquement, ils partent. Sauf qu'ils sont en train de négocier, si j'ai bien compris, un référendum sur l'accord du traité de sortie. Un référendum sur le traité de sortie, donc c'est encore plus compliqué. Donc ça va peut-être retarder encore au-delà. Mais ils seront à l'intérieur, ce qui veut dire qu'ils pourront avoir un rôle à l'intérieur du Parlement européen, même s'ils sont opposés à la construction européenne. Ils auront un pied à l'intérieur et un pied à l'extérieur. Oui, mais c'est l'inverse de ce qu'ils avaient avant. Donc avant, c'était le pied à l'intérieur-extérieur ou extérieur-intérieur. Et après sur la manière de faire changer les règles d'unanimité, il faut une unanimité pour changer l'unanimité. Oui, c'est ça. En fait, c'est compliqué. En même temps, ça a été fait. Donc c'est là où on peut être optimiste. C'est qu'en fait, historiquement, les États ont accepté de se départir d'un certain nombre de leurs droits de veto. Donc, et quelles sont les conditions en fait qui le permettent? En général, c'est quand il y a beaucoup de chefs d'État qui sont plutôt en faveur d'un accroissement des pouvoirs de l'Union européenne, quand il y a un Parlement européen aussi qui agit assez fortement en la matière. Voilà, donc ça va par vague. On n'est plutôt pas dans une vague où les États acceptent de se départir, mais ça peut changer. Mais là, en gros, c'est élection nationale d'un côté, voter pour des présidents, des chefs de l'exécutif. Est-ce que les citoyens européens votent au niveau national des présidents et des chefs de l'exécutif qui vont vers ce type de transformation de l'Union européenne? Au niveau des résultats des élections européennes, un peu aussi, mais c'est compliqué, il n'y a pas de solution magique, en gros. Et ça dépend aussi d'une forme de leadership, d'accord, qui réussit à... On voit bien qu'Emmanuel Macron a fait un certain nombre de tentatives dans ce sens-là, son discours de la Sorbonne, etc., aller dans ce sens-là. Un leadership qui n'a pas réussi vraiment à entraîner. Une de mes interprétations, c'est que par ailleurs, il a donné beaucoup de signes. Là, le dernier exemple que vous donnez sur la commissaire danoise est vraiment exemplaire de ce point de vue-là. En fait. On regarde qu'il a fait un discours hyper pro-européen, mais au final, il est capable de faire capoter ce qui pourrait être quand même assez souhaitable du point de vue de la politisation justement de ce Parlement européen pour des intérêts purement nationaux. Donc c'est toujours les présidents, les présidents ou les chefs de l'exécutif, souvent les premiers ministres, sont un peu ambivalents. Voilà, il faut espérer que ça change à l'avenir. Ça a changé dans le passé, il n'y a pas de raison que ça ne change pas dans l'avenir. Moi, je suis plutôt optimiste en fait sur le fait que c'est une trajectoire, voilà, lente, douce. Il y a des fois des petits reculs, mais dans le fond, on peut espérer que ça devienne de plus en plus un régime politique. Vous avez une troisième question, mais je me souviens plus. L'affirmation du Parlement pour la désignation du président. C'est les groupes politiques. Ouais, là, c'est les groupes politiques. Et là, de ce point de vue-là, c'est ce que je disais par rapport au PPE. Moi, je trouve que le PPE pourrait avoir... Enfin, il y a quelque chose vraiment qui se joue avec l'arrivée de Macron et la stratégie du PPE par rapport à Orban. On peut vraiment arriver à un moment un peu politique assez intéressant où, en gros, il y a des exigences plus fortes. Pour l'instant, le PPE a l'air de vouloir garder tout le monde dans la barre. Mais s'il décide d'écarter, d'être musclé dans ses exigences à l'égard de la Commission, politiquement, ça peut être intéressant. Mais bon, c'est pareil. Mais quand on entend les députés européens qui sont très investis, ils évoquent l'idée qu'on est dans un Parlement qui prend du pouvoir, de l'ampleur du pouvoir, y compris du pouvoir politique. Et ça suppose effectivement des députés européens très investis dans le fonctionnement du Parlement européen. Quand on écoute Sylvie Guillaume, qui était elle est toujours vice-présidente du Parlement européen, il y a un investissement très fort et cet investissement est reconnu par la Commission. Il y a un dialogue par les États aussi. Mais peut-être c'est pas encore su, compris, connu
Oui. C'est juste un peu, vous avez déjà commencé à parler d'une série d'événements qui sont en train de proposer quelque chose pour le futur. Pour dire, il ne faut pas voter pour ou contre l'Union européenne comme elle est maintenant. Ce n'est pas une institution parfaite, c'est un projet qui a un vraiment et qui a besoin d'être évolué. Donc il y a une série d'événements, par exemple, proposés par des gens de par exemple, dans l'investissement au niveau européen. Tout à fait. C'est juste un exemple. Il y a, qu'est-ce que c'est, l'ancien ministre de l'économie grecque qui a lancé une piste qui est européenne. Bon, c'est que j'ai l'impression qu'il y a, par exemple, de l'idée qui pourrait permettre de faire des choses mieux. Par exemple, à Bruxelles, ils ont quand même, il y a un récent papier du Center for Economic Policy Research sur des réformes, mais par exemple, des limites des dépenses, par exemple, de la possibilité, quand il y a des taux d'intérêt aussi pas comme il y a maintenant, de séparer ce qui est la comptabilité des dépenses courantes par rapport aux investissements. Tout à fait. Très important. Souvent pour la défense aussi. Donc, il y a un veille d'intérêt qui pourrait permettre, disons, d'aller au-delà de quelque chose qui est un peu stérile. Mais il faudrait, quand on voit la foule qui est devant nous, on voit un réveil d'intérêt. Mais pour être optimiste, justement, ce qui est impressionnant en ce moment, c'est la littérature, le nombre d'ouvrages qui sont publiés en ce moment sur les sujets européens, qui sont plutôt dans l'ordre de proposition, d'innovation. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont proposées, pas seulement en Sauver l'Europe, bien d'autres ouvrages qui sont proposés. C'est inhabituel. C'est inhabituel à ce point de proposition. Mais ça va aussi de pair avec le fait que, honnêtement, depuis l'échec du TCE, ça s'est aussi tari. C'est-à-dire qu'il y avait une période des années 90, début des années 2000, où en gros on avait vraiment cette espèce d'optimisme, les choses bougeaient, il y avait des nouveaux traités, Maastricht, Amsterdam, Rome, Nice, et puis le TCE, et que là, en fait, l'échec du TCE a aussi, sans doute, pendant un temps, refroidi. Et après, encore une fois, il n'y a aucune raison, et ce que vous citez sur, et ce que cite Henri sur le foisonnement en fait, des initiatives, est peut-être le signe qu'en fait il se passe quelque chose dans le milieu intellectuel, on va dire au sens large. C'est possible que ça diffuse, que ça. Une dernière question? Non. Le problème, c'est que ça diffuse au-delà. C'est ça qui serait bien. C'est ça qui serait bien. Mais diffuser au-delà. Diffuser. Mais il faudrait regarder. Franchement, sur la période des années 90, ce serait intéressant de faire un travail un peu d'histoire intellectuelle pour voir comment, de la clinique évidemment, comment est-ce que les idées, d'où elles étaient venues, etc. Ça se trouve, on voit poindre ici des solutions qui seront celles de dans 10 ans. Je sais pas, Henri, tu connais beaucoup ça. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, je vous indique quand même, avant qu'on se quitte, qu'il y a d'autres. Parce que sinon, je vais. Il y a d'autres activités, Cathy, avant. Le 16 mai, c'est l'identité européenne à l'heure du Brexit, avec Aurélien Antoine et Francesca Manci de la représentation de la Commission à Paris. Et le 23 mai, l'Europe et la Roumanie à l'occasion de sa présidence. Vous les avez pris sur les petits documents. Donc voilà, nous poursuivons nos travaux et allez sur le site de l'UPEG, vous avez beaucoup d'informations qui apparaissent. Merci. Merci. Au revoir.